Je n'entendais rien. Papa avait oublié de raccrocher. Et soudain, sa voix a empli ma chambre, froide, calme, terrifiante. Ce vieil homme ne survivra pas à notre surprise de Thanksgiving. Puis, le rire de maman. Le manoir sera à nous pour Noël. Mon cœur s'est arrêté. Il parlait de grand-père Henry, mon grand-père milliardaire. Un instant, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais la voix de papa a baissé d'un ton. Assure-toi que le vin soit prêt. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une blague. C'était un plan. J'ai raccroché en tremblant et j'ai composé un autre numéro. Grand-père, c'est moi. S'il te plaît, ne viens pas dîner. Il a marqué une pause, puis a dit doucement. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je serai là, et je ne serai pas seul. 5 jours plus tard, lorsqu'il est entré dans notre salle à manger, mes parents se sont figés et leurs visages ont pâli. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. La famille Carter, élégante, riche, inébranlable. Papa dirigeait l'une des agences immobilières de grand-père. Maman organisait des événements caritatifs et souriait sur chaque photo. Et moi, j'étais la discrète, la fille qui se croyait chanceuse. Après le décès de grand-mère l'an dernier, grand-père Henry est devenu plus silencieux, plus renfermé. Papa a dit, « Il est âgé, Emily. Il a besoin de nous. Faisons de cette année un moment spécial pour lui. » Alors, quand il a suggéré d'inviter grand-père au dîner de Thanksgiving, j'ai trouvé ça mignon. Maintenant, je comprends ce que c'était, un piège. La semaine précédant les fêtes, notre manoir de Portland s'est transformé en scène. Maman aboyait des ordres à la femme de ménage. Pas de poussière, pas de taches. Henry Carter remarqued out. Papa est obsédé par le menu et le vin. I'll adore son Cabernet. Il faut qu'il soit parfaitement vieilli. Tout doit être impeccable. L'illusion de l'amour qui masquait la pourriture sous-jacente. Je les ai observés s'exercer à la gentillesse. Maman s'entraînait à rire doucement devant le miroir. Papa répétait ses phrases charmantes. Henry, tu es maigre. Tu as l'air d'avoir 20 ans de moins. C'était répugnant. Un soir, alors qu'il discutait du placement des invités, je lui ai demandé doucement. Papa, pourquoi es-tu si nerveux? C'est juste un membre de la famille. Son sourire fut trop rapide. Parce que la famille mérite ce qu'il y a de mieux. Mais plus tard, en passant devant son bureau, j'ai aperçu l'écran de son ordinateur, un document intitulé « Projet de transfert de propriété ». J'ai eu un pincement au cœur. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien. Peut-être du travail juridique, peut-être de vieux dossiers. Mais chaque fois que je les entendais chuchoter, chaque fois que maman évoquait un nouveau départ, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mardi soir, maman a dit « Quand grand-père viendra, tu lui serviras le premier verre de vin. Tu es sa préférée. Il ne se doutera de rien. » J'ai esquissé un sourire et fait semblant de ne pas comprendre. Mais intérieurement, je hurlais. Allongé dans mon lit cette nuit-là, les yeux fixés au plafond, j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. J'avais déjà appelé grand-père une fois, je l'avais prévenu. Mais maintenant, je devais croire qu'il était sincère, qu'il serait prêt. Et pourtant, une partie de moi espérait encore me tromper, que peut-être, juste peut-être, mes parents n'étaient pas aussi monstrueux que je le craignais. Je suis resté planté devant mon téléphone pendant près d'1 heure avant de trouver le courage de l'appeler. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Quand grand-père Henry a répondu, sa voix était calme. Trop calme. Emily, ma chérie, il est tard. Qu'y a-t-il, grand-père? Ma gorge s'est serrée. S'il te plaît, ne viens pas au dîner de Thanksgiving. Un silence pesant s'est installé. Pourquoi pas? J'ai pris une inspiration tremblante et j'ai murmuré les mots qui me hantaient depuis des jours. Papa et maman, ils préparent quelque chose. Quelque chose de terrible. Je les ai entendus. Il ne m'a pas interrompu. Il n'avait même pas l'air surpris. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. Alors je l'ai fait. Chaque mot. Ce vieil homme ne survivra pas à notre surprise de Thanksgiving. Le manoir sera à nous. Quand j'ai eu fini, mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Un autre silence. Puis, doucement. Tu as bien fait, Emily. Je suis fier de toi. Tu me crois? Ai-je murmuré. Bien sûr. J'ai vu comment il me regarde ces derniers temps. L'avidité finit toujours par se manifester. Ça m'a brisé. Les larmes coulaient sur mes joues. Un mélange de peur et de soulagement. S'il te plaît, grand-père, va te mettre en sécurité. Ne viens pas ici. Non, dit-il fermement. Si je m'enfuis, ils gagneront. Je viendrai, mais pas seul. Enfin, pas seul. Ne t'inquiète pas. Fais comme si de rien n'était. Laisse-les croire que tu ne sais rien. Avant que je puisse poser d'autres questions, il raccrocha. Le lendemain matin, le regard larmoyant de maman me retourna l'estomac.
Ton grand-père a confirmé qu'il venait. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Son sourire était un poison enrobé de sucre. Papa l'embrassa sur la joue et murmura « Bien ». Tout se déroulait comme prévu. Ils ne m'ont pas remarqué, figé sur le seuil. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter la pluie frapper à ma fenêtre. Chaque coup de tonnerre résonnait comme un compte à rebours. Je repassais sans cesse les dernières paroles de grand-père. Je viens, mais pas seul. Qui amènerait-il? Un ami, son avocat, des gardes du corps, et surtout, serait-ce suffisant? Car quelque chose dans la voix de papa me disait que, quelle que soit la surprise qu'ils avaient préparée, ce n'était pas juste du poison dans un verre. C'étaient des années de ressentiment qui finissaient par exploser, et dans 5 jours, ça allait dégénérer en plein dîner. Le matin de Thanksgiving arriva, mais l'atmosphère de la maison était lourde, empoisonnée. Maman fredonnait dans la cuisine, une mélodie joyeuse qui contrastait avec la noirceur de son regard. « Emily, mets la table, ma chérie. Tout doit être parfait pour l'arrivée de ton grand-père. » Sa voix était claire, presque lumineuse comme un projecteur sur une scène de crime. Papa faisait les 100 pas près de la cheminée, jetant un coup d'œil à sa montre toutes les quelques minutes. « Il n'est jamais en retard », marmonna-t-il. Henri est trop fier pour faire attendre qui que ce soit. Chaque mot était chargé d'une appréhension palpable. Peur? Je n'en savais pas plus. Le traiteur est arrivé vers midi. L'odeur de dinde rôtie, de cannelle et de beurre embaumait la maison. D'habitude, cette odeur était synonyme de chaleur et de famille. Aujourd'hui, elle me retournait l'estomac. Maman flottait dans la cuisine comme une artiste répétant son dernier numéro. Les verres à vin étaient en place, dit-elle en les ajustant millimètre par millimètre. Les lumières étaient allumées juste avant son arrivée. Et Émilie se souvenait d'un sourire. J'avais envie de hurler, tout en souriant, pendant qu'il planifiait de le tuer. Vers 16h30, je me suis faufilé dans ma chambre pour envoyer un SMS à grand-père. « Tu viens toujours? Dis-moi que tu es sain et sauf. » Pas de réponse. Les minutes se sont transformées en 1 heure. Dehors, le soleil commençait à se coucher, projetant de longues traînées orangées sur le sol en marbre du manoir. Papa se tenait près de la fenêtre, fixant l'allée. « Il est en retard, dit-il, le menton serré. »« Il nous fait attendre, » répondit froidement maman. Il aimait bien vérifier la chambre. Puis, à 18h précises. À 15h, les phares apparurent à travers le portail. « Maman a just a son collier de pearls. »« C'est l'heure du spectacle, » murmura-t-elle. « La sonnette retentit. » Papa ouvrit et se figea. Grand-père Henri se tenait là, grand comme toujours dans son pardessus sombre. Ses cheveux argentés brillaient sous la lumière du porche. Mais il n'était pas seul. 2 personnes entrèrent derrière lui, une femme en tailleur bleu marine et un homme avec une oreillette. « Richard, Hélène, » dit grand-père d'un ton suave. « Voici mademoiselle Holloway, mon avocate, et monsieur Rhodes, mon responsable de la sécurité. » Maman cligna des yeux. « De la sécurité pour le dîner de Thanksgiving? »« Oh, juste une précaution, » répondit grand-père avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Après tout, on n'est jamais trop prudent avec la famille, de nos jours. » Ces mots résonnèrent dans la pièce. « Papa force un rire. »« Tu plaisantes, n'est-ce pas? »« Je plaisante rarement sur mon testament, » dit grand-père. Il les dépassa dans le salon, balayant du regard tout. La table, les verres, même la bouteille de vin posée à côté de la carafe. Puis son regard croisa le mien. Il hocha légèrement la tête, presque ironiquement, mais suffisamment pour apaiser mon cœur pour la première fois depuis des jours. Le dîner allait commencer, mais ce n'était plus un repas de famille. Nous n'étions plus réunis. C'était un champ de bataille dissimulé sous des serviettes en lin et des bougies. Nous étions assis à table comme des acteurs pris au piège d'une scène dont ils ne pouvaient s'échapper. La lumière dorée du lustre scintillait sur les verres en cristal, rendant tout parfait, trop parfait. Même l'atmosphère semblait répétée. Grand-père trônait en bout de table, calme, presque royal. Maman et papa étaient assis en face de lui, le visage étiré en sourire poli. J'étais assise entre eux, la seule à connaître la vérité. Alors, commença grand-père en découpant la dinde lentement et délibérément. « Richard, j'ai entendu dire que le bureau de Portland a toujours des difficultés. Est-ce vrai? » Papa porta sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « On s'en occupera. Ça prend du temps. »« Ah » murmura grand-père. 30 ans de travail et toujours aucun progrès. Étrange. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même le tic-tac de l'horloge paraissait bruyant. Maman s'éclaircit la vue. Sa gorge. « Henri, on devrait peut-être simplement profiter du dîner. Pas de travail ce soir. »« Bien sûr, » dit grand-père avec un léger sourire. « Tu as raison, Elaine. Parlons plutôt de famille. » Il tourna son regard vers moi. « Émilie, ma chérie, pourquoi ne verses-tu pas le vin? »
Tu as tellement grandi. J'aimerais voir la précision de tes mains. Mon cœur s'arrêta presque. Je pris la bouteille, les doigts tremblants. Le liquide rouge rubis coula doucement dans chaque verre. Quand j'arrivai à celui de grand-père, il leva la main. « Laisse-moi faire », dit-il doucement. Il me prit la bouteille, se servit un verre, puis, presque trop nonchalamment, échangea son verre avec celui de papa. Personne d'autre ne sembla le remarquer, mais moi si, et l'avocate de grand-père, mademoiselle Holloway, aussi, dont les yeux se levèrent une seule fois, comme pour confirmer quelque chose. Nous mangeâmes en silence pendant quelques minutes. Puis grand-père posa sa fourchette, d'un ton faussement calme. « Tu sais, Richard, quand ta mère était vivante, elle. Thanksgiving, c'est avant tout la gratitude, apprécier ce que l'on a, et non prendre ce qui ne nous appartient pas. Le sourire de Papa Asafaka. On apprécie tout ce que vous nous avez donné, dit-il. Pas ça, Hélène. Bien sûr, dit maman rapidement, trop fort, trop vite. Tant mieux, répondit grand-père. Parce que j'ai beaucoup réfléchi à l'héritage, à qui mérite de le perpétuer. Il me regarda droit dans les yeux. Émilie est intègre. Elle n'y met pas. Elle ne vole pas. L'atmosphère se tendit. La main de papa se crispa sur son couteau. Que voulez-vous dire, vraiment? Grand-père se redressa, parfaitement calme. Je ne veux rien dire de mal, Richard. Je te rappelle juste que la cupidité a des conséquences. Puis il leva son verre. À la famille, dit-il. Papa hésita, puis leva son propre verre, celui que grand-père avait remis en place. Il but une longue gorgée. Pendant une fraction de seconde, le silence se fit. Puis il pâlit. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Grand-père esquissa un sourire. Rien de grave, juste un petit aperçu de ce que l'on ressent quand la confiance est trahie. La main de papa tremblait tandis qu'il s'agrippait au bord de la table. Son visage devint livide. Quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans mon verre? Grand-père se pencha légèrement en avant, la voix froide et pensive. Calme-toi, Richard. Ce n'est pas du poison, juste un léger sédatif. Tu iras mieux dans quelques minutes. Mais au moins, maintenant, tu sais ce que c'est que d'être impuissant. Maman se leva d'un bond. Henry, comment asses too? C'est de la folie. Vraiment. Le regard de grand-père la transperça. Où est-ce justice? Sa voix tremblait. Tu ne peux rien prouver. En fait, tu ne peux pas, l'interrompit-il d'un ton suave en désignant le bout de la table. Moi, ça, Monsieur Rhodes. L'homme en costume noir tapota sa tablette. Une vidéo commença à être diffusée sur l'immense téléviseur de la salle à manger, derrière nous. Le son emplit la pièce. Des voix reconnaissables entre mille. Papa, ce vieil homme ne survivra pas à notre surprise de Thanksgiving. Maman, le manoir sera à nous. Leurs rires résonnèrent dans la salle à manger. Maman se décomposa. Papa resta figé, les yeux écarquillés et les lèvres tremblantes. Où l'avez-vous trouvé? Chichoteal. Vos téléphones? Demanda grand-père froidement. Je ne les ai pas dérangés. Tu as oublié de raccrocher. Émilie a tout entendu. Elle m'a appelé juste après. Leurs têtes se tournèrent vers moi. Tu lui as dit. Siffla maman. J. Louis et I sauve la vie. Retorque J. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Papa frappa du poing sur la table. Espèce d'idiote. Tu as tout gâché. Non, dit grand-père en se levant. Vous vous êtes gâché vous-même. Mademoiselle Holloway ouvrit un classeur en cuir et commença à étaler des papiers sur la table. Son ton était sec et inflexible. À compter de ce matin, Monsieur Henry Carter a transféré la propriété du manoir Carter et des biens attenants à une fondation caritative. La fondation Carter, sous la direction d'Emily Carter. Maman eut un hoquet de surprise. Quoi? Toi? Tu le lui as donné? Pas donné, corrigea grand-père. Confié. J'ai bâti cette famille sur l'intégrité, pas sur la cupidité. La respiration de papa devint irrégulière. Tu ne peux pas simplement nous effacer de tout. Nous sommes ton sang. Le sang ne vaut rien sans honneur, dit grand-père, sa voix s'élevant pour la première fois. Tu voulais me tuer pour de l'argent, Richard. Ton propre père. Tu m'as poussé à bout. Papa hurla en rejetant sa chaise en arrière. Tu as toujours tout contrôlé, les affaires, le testament, ma vie. Et tu as tout gâché. La voix de grand-père résonna à travers la table. Crois-tu que ce manoir représente le pouvoir? Crois-tu que le voler te rendrait plus que le garçon faible et apeuré qui blâmait toujours les autres? Mais Amanasi Bucha les Riles et trembla. Arrêtez, tous les deux. Mais grand-père continua. Tu voulais mon empire? Très bien, prends-le. Mais tu vivras avec ce que tu as fait. Chaque document, chaque enregistrement, chaque témoin, tout est prêt à être remis aux autorités. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Sauvage,
indomptable, juste. Grand-père, je vous en prie, murmurai-je. Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Ne pleure pas, Émilie. Ce n'est pas de la vengeance. C'est la vérité. Il a revu mes parents. Tu comptes me tuer pour ce manoir. Ce soir, je mets fin à tes prétentions. Tu n'as plus rien ici. Ni la propriété, ni ma confiance, ni mon respect. La voix de papa assi brisa, en un cri de désespoir. Henri, je t'en prie, on peut arranger ça. Tu l'as déjà fait, dit grand-père en reculant d'un pas. En me montrant qui tu es vraiment. Silence. Juste le faible crépitement des bougies qui se consumaient. Monsieur Rhodes fit un pas silencieux en avant. Monsieur Carter, dois-je les raccompagner? Oui, dit grand-père. Ils n'ont plus leur place dans cette maison. Maman s'effondra en larmes tandis que les gardes la conduisaient vers la porte. Papa suivit, vaincu, et me fixa une dernière fois. Je croisai son regard et, pour la première fois, je ne ressentis aucune peur, seulement du soulagement. La porte d'entrée se referma derrière eux avec un clic sourd et résonnant. Grand-père se laissa retomber dans son fauteuil, épuisé mais calme. La justice, murmura-t-il en fixant son verre de vin limpide. Ah, voilà le vrai cadeau de Thanksgiving. Je tendis la main par-dessus la table, pris la sienne et chuchotai. Tu ne t'es pas seulement sauvé la vie ce soir, grand-père. Tu m'as aussi sauvé la mienne. Le silence régnait dans la salle à manger après que la porte eut claqué. Seul le léger tintement du lustre qui se balançait au-dessus de nous rompait le silence. Mes parents, mes propres enfants, venaient d'être escortés hors du manoir comme des criminels. Pendant un long moment, personne ne dit un mot. Grand-père resta immobile, ses doigts effleurant la nappe où leur verre avait reposé. Finalement, il expira. Je n'aurais jamais cru devoir faire ça, dit-il doucement. Pas à mon propre fils. J'avalai ma salive avec difficulté, la voix tremblante. Tu as fait ce que tu devais faire. Non, dit-il en secouant lentement la tête. J'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Dehors, nous avons entendu des cris étouffés. Je me suis approché de la fenêtre. Dans l'allée, papa et maman se disputaient, le visage déformé par la colère et la honte. Leur voix résonnait contre les murs de pierre. Tu avais promis que ça marcherait, hurla maman. Tu le voulais, rétorqua papa avec mépris. C'est toi qui as eu l'idée de l'empoisonner. Tu as donné ton accord. N'ose même pas me faire porter le chapeau. Il se déchirait. Le couple parfait s'effondrait sous le poids de sa propre cupidité. J'ai porté la main à ma bouche, le cœur à la fois brisé et brûlant. Ils sont en train de se détruire, ai-je murmuré. Grand-père m'a rejoint à la fenêtre, son reflet à côté du mien dans la vitre. Le mal ne reste jamais uni, Émilie, dit-il doucement. Il se retourne toujours contre lui-même. Un éclair de gyrophare rouge et bleu a percé l'obscurité. 2 voitures de police se sont arrêtées devant le portail. Je les ai appelées plus tôt, dit grand-père calmement. Avant le dîner, au cas où. Quelques minutes plus tard, les policiers étaient à la porte. L'un d'eux, grand et robuste, entra. À Monsieur Carter, nous avons reçu votre rapport. S'agit-il des personnes dont vous avez parlé? Grand-père désigna l'allée d'un signe de tête. Oui, c'est mon fils et sa femme. Ils ont essayé de me faire du mal. Vous trouverez des preuves à l'intérieur. Les policiers allèrent leur parler. Je vis l'expression de ma mère passer de la colère à l'horreur lorsqu'ils ouvrirent sa portière. Ils fouillèrent son sac à main et y trouvèrent la petite bouteille en verre, contenant la même poudre qu'elle avait prévue pour le vin de grand-père. Ella Carter, Richard Carter, dit un policier d'une voix ferme. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression et association de malfaiteurs. Les cris de maman déchirèrent l'air froid tandis qu'il la menottait. Papa n'opposa aucune résistance. Il resta là, les yeux vides, murmurant. Émilie, dis-leur, s'il te plaît. Je secouai lentement la tête, les larmes coulant sur mes joues. Je ne peux pas vous sauver de vous-même. Tandis qu'ils étaient emmenés, le vent me rapporta sa voix. Tu as détruit cette famille, Émilie. Non, je le croyais. Alors que les voitures de police disparaissaient au bout de la longue allée, le silence revint, un silence plus lourd que le son. Grand-père posa doucement la main sur mon épaule. Tu as été courageuse, dit-il. Plus courageuse que je n'aurais pu l'espérer. Ce n'est pas du courage, murmurai-je. C'est comme tout perdre parfois, répondit-il. Il faut se débarrasser de ce qui est pourri pour sauver ce qui mérite d'être conservé. Les bougies s'éteignirent une à une, et dans la lumière déclinante, je compris que Thanksgiving n'était plus une fête de gratitude. C'était une fête de survie. Le lendemain matin, la lumière du soleil pénétra dans le manoir comme par crainte d'entrer. Tout était encore là, les chaises, les assiettes, la dinde intacte, autant de vestiges figés de ce qui s'était passé. Je descendis et trouvai grand-père assis près de la cheminée, ses lunettes de lecture sur le nez,
feuilletant des documents. Son visage était calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Tu dormais » demandai-je. Il leva les yeux et esquissa un sourire. Je fermai les yeux, mais mon esprit ne trouva pas le repos. L'homme non plus. Or le silence entre nous n'était pas vide. Il était lourd de tout ce que nous n'avions pas besoin de dire. À midi, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Voisins, journalistes, même des membres du conseil d'administration de la société de grand-père. Le milliardaire Henry Carter survit à une tentative d'empoisonnement par sa famille, titraient les journaux. J'ai éteint la télévision. Il n'avait pas besoin de voir ça. Plus tard dans l'après-midi, un inspecteur est passé avec des nouvelles. « Monsieur Carter, a-t-il dit, nous avons inculpé les 2 suspects. Nous avons suffisamment de preuves pour tentative de meurtre et complot. » La vidéo et les échantillons de poudre étaient concluants. J'ai vu grand-père hocher la tête solennellement, comme un homme acceptant à la fois la justice et le désespoir. « Et la fille » a demandé l'inspecteur gentiment. Grand-père m'a souri doucement. « Elle n'est pas suspecte, a-t-il dit. C'est grâce à elle que je suis encore en vie. » Quand l'inspecteur est parti, j'ai fini par craquer. « Je ne sais pas quoi ressentir, ai-je murmuré. Ce sont mes parents, grand-père. Mais ils ont essayé de te tuer, soupira-t-il en refermant le dossier posé sur ses genoux. Parfois, la vérité est cruelle, mais c'est la vérité, et elle nous libère même quand elle fait mal. Les jours passèrent. Des journalistes campaient devant notre portail, avides de scandale. Mais grand-père refusait toute interview. La justice n'a pas besoin de public, me disait-il. Elle a seulement besoin de paix. Pendant ce temps, les avocats de maman et papa se contactèrent pour négocier un accord. Le procureur proposa un marché, des charges moins graves en échange d'aveux complets. Grand-père accepta. Non pas que j'ai pitié d'eux, dit-il, mais parce que je veux que tout cela se termine sans haine. C'est la pureté du visage d'une mère. Lorsque le verdict tomba 2 semaines plus tard, cela parut irréel. 3 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général en maison de retraite. Ils avaient interdiction de contacter grand-père et moi pendant 5 ans. Les tabloïds qualifièrent la peine de clémence. Mais je savais bien que non. Ce n'était pas de la miséricorde. C'était une conséquence, poétique et silencieuse. Ce soir-là, grand-père nous prépara du thé à la place du vin. À la vérité, dit-il en levant sa tasse. Et à la paix, ajoutai-je. Tandis que le feu crépitait près de nous, je compris quelque chose. La justice n'est pas bruyante. Elle ne punit pas toujours. Parfois, elle rétablit simplement l'équilibre et nous permet de respirer à nouveau. 1 mois plus tard, le manoir semblait différent, plus calme, plus léger, comme s'il avait enfin expiré après des années d'oppression. L'hiver s'était installé à Portland. Les jardins étaient drapés de givre, les fontaines figées dans leurs jets d'eau. À l'intérieur, grand-père et moi décorions le sapin de Noël. Une tradition que grand-mère perpétuait avant de nous quitter. « Argent ou or » demandai-je en tenant 2 rubans. « Argent » répondit grand-père. « L'or me rappelle le passé. » Il esquissa un sourire en déposant la dernière décoration, une petite photo de grand-mère en robe de mariée. Nous nous sommes reculés pour admirer les lumières qui scintillaient sur les branches. Pour une fois, le silence entre nous n'était pas pesant. Il était paisible. Après un instant, grand-père me tendit une petite boîte en velours. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvre-le. » À l'intérieur se trouvait une vieille clé attachée à une plaque de laiton où l'on pouvait lire « Fondation Carter ». « Elle est à toi maintenant » dit-il doucement. « La fondation que nous avons créée, celle qui possède ce manoir et finance des bourses d'études. Je veux que tu la diriges. »« Moi » m'exclama J.E. Halatani. « Mais je ne suis pas prête. »« C'est toi, » dit-il, le regard doux mais ferme. « Tu as vu le mal et choisi le bien. Tu as défendu la vérité, même au prix de tout. Voilà ce qu'est le leadership. » Les larmes brouillèrent ma vue. Je le pris dans mes bras. Et pendant un instant, je me sentis de nouveau comme une enfant. En sécurité, aimée, entière. Dehors, la neige commença à tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus hantée par ce qui s'était passé. J'étais reconnaissante, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qui avait survécu. La famille, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est aussi ceux qui sont là pour vous quand le monde s'écroule. Et cette nuit-là, tandis que le feu s'éteignait et que grand-père s'assoupissait dans son fauteuil, je murmurai une promesse silencieuse. J'honorerais sa mémoire, non par la richesse, mais par la vérité. Et lorsque le monde poserait à nouveau les yeux sur le nom des Carter, il n'y verrait pas de trahison. Il y verrait la réconciliation.